Bonjour à tous et bienvenue dans ce 10e épisode de Zundo. Aujourd'hui on a pas mal de trucs à voir parce que j'ai terminé le système de combat, en tout cas son implémentation de base, et j'ai implémenté des conditions de victoire, en tout cas la première, qui est le fait d'éliminer l'emblème de son adversaire, et ce qui termine la partie. Donc là maintenant on peut faire une partie de Zundo contre un adversaire et la faire jusqu'au bout. Bien sûr, il y a encore pas mal de trucs à terminer, hein, ce serait pas drôle sinon. Le système en lui-même n'est pas entièrement complet, mais ça je vais vous montrer. Mais c'est déjà un super pas en avant, c'est que on a le système de combat, le système de déplacement, et c'est à peu près quand même le cœur du jeu. Alors je vais déjà vous montrer tout ça. Donc ici on a une partie qui vient de se lancer et on voit que on est dans l'attente d'un second joueur. Alors, ça va être un petit peu chiant et peut-être un peu confus, parce que quand on joue comme ça, enfin voilà, la transition d'un joueur à l'autre, quand on joue sur les deux, je trouve pas ça méga clair, mais c'est juste parce que je joue les deux personnages en même temps, donc c'est un peu casse-pied. Donc ici, par exemple, c'est mon tour, le joueur 86 ici, donc je vais déplacer ce personnage-ci, voilà. Du coup, de l'autre côté, maintenant, c'est mon tour. Par exemple, je vais pouvoir lancer mon premier combat. Donc ici, j'ai mon Golgoth 1 qui va pouvoir aller se battre. Hop, ça lance un combat. Alors le combat, ici, je vais pouvoir choisir un des coins du zone de mon adversaire. Donc je vais pouvoir cliquer ici sur un des 4 coins. Et il faut savoir que, comme dans le jeu original, on incitait à faire pivoter plusieurs fois sa carte à 180 degrés, pour tromper un petit peu l'adversaire. Donc ici, la carte, même si la carte a un seul sens, les coins ont été pivotés un certain nombre de fois aléatoires à 180 degrés. En tout cas, c'est fait côté serveur. Donc ici, vous allez quand même cliquer sur l'index 0, 1, 2, 3, mais c'est fait côté serveur. Donc ici, moi je vais choisir le coin de mon adversaire, donc j'ai un rappel de ma carte, j'ai les 4 coins de mon adversaire, donc ici je vais cliquer par exemple sur celui-ci. L'adversaire a pareil, donc c'est son personnage, et il doit cliquer ici. Alors, bien sûr, à terme je mettrai un timer pour pas que ça prenne 10 000 ans et tout ça, mais pour le moment on s'en fout un petit peu vu que je joue contre moi-même et qu'en plus je vous parle. Et donc je vais cliquer ici. De là, on arrive à la résolution. Ça va très vite, donc voilà. Ah, désolé. Je vais vous expliquer pourquoi ça va aussi vite. Hein. Donc, on voit au niveau du chat que le Berserkers de joueur 86 a activé son pouvoir, j'avais cliqué sur une étoile. Et ça, pour le moment, les pouvoirs, c'est pas encore fait. Donc on attend un petit peu, donc comme je l'ai mis, voilà, c'est le pouvoir, le Berserkers élimine le zone ennemi. Seulement comme les pouvoirs sont pas encore implémentés, on considère que c'est une égalité. En cas d'égalité, le jeu reste pareil. Et ça aussi, c'est pas encore tout à fait prêt, parce que normalement, en cas d'égalité, le zone qui a attaqué recule d'une case suivant son déplacement. Comme ici, c'était ce zone-là et qu'il a avancé 2 cases, normalement, en cas d'égalité, il reviendrait ici. Donc ça, c'est quelque chose que je dois encore faire, c'est pas encore tout à fait fini. Mais aussi, pourquoi est-ce que on a vu le résultat seulement 5 secondes et puis ça a tout de suite zappé? C'est un truc qui va pas changer. Peut-être les 5 secondes ça va changer, mais l'idée c'est que justement, dans le jeu original, sur plateau, une fois qu'on avait résolu un combat, on peut profiter de ce moment pour regarder la carte de l'adversaire, et essayer de mémoriser un petit peu les patterns, se dire ok, la diagonale haut gauche, bas droite, elle a tel chiffre, et la diagonale, l'autre diagonale, donc haut droite, bas gauche, elle a tel chiffre. Comme ça, on peut essayer de mémoriser un petit peu ça, et de se dire, malgré les rotations à 180 degrés, je peux essayer de voir quelle est la diagonale la plus intéressante pour gagner mes combats. Donc ici, l'idée, c'est que ce temps d'observation va être fixe, parce que sinon ça risque de prendre plein de temps, etc. Donc le temps d'observation, pour le moment, il est de 5 secondes. Je trouve que c'est limite un petit peu long, mais on va voir. Ça, c'est des trucs qu'on verra à l'usage. Alors, on va lancer un second combat. Pour le moment, je pense que j'ai pas de cartes qui peuvent se déplacer. Voilà. Hop. Voilà. Et donc ici, je vais relancer un combat. Donc là, pareil, je vais pouvoir choisir le coin de mon adversaire. Hop. Mon adversaire va choisir son coin.
hop, et là on voit, encore une fois, 3 contre 3, c'est une égalité tout à fait normale. Ici, comme le chat l'indique, chaque zone conserve sa position, c'est pas le comportement conforme aux règles, ce sera implémenté correctement ensuite. Alors, on est de retour ici, on va essayer de relancer un combat et cette fois-ci de le gagner ou le perdre. Hop, voilà. Alors donc, on va se mettre ici et on va se mettre ici. Ah mince, encore une étoile. Donc là, encore une fois, c'est une égalité. Hop. Et donc ici, on va essayer d'aller... Je vais essayer d'aller taper un zone qui n'a pas de pouvoir. Comme ça, on gagne un peu du temps. Voilà, ceux-ci n'ont pas de pouvoir, je pense, donc on va peut-être essayer de ne pas avoir d'égalité. Hop. Voilà. Donc ici, on a 5 contre 1. Et donc, du coup, le Goulgot a gagné, comme on le voit, le Goulgot a gagné. Comme c'était le défenseur, il conserve sa position. Donc il était, je sais plus, il était là. C'était le zone ici qui a attaqué, donc il a perdu, donc il est sorti du jeu. Et celui-ci a gardé la position sur laquelle il était. Donc ça c'est le premier truc. Alors ensuite, c'est l'inverse, quand c'est un attaquant, il prend la place du personnage. Donc par exemple, on peut essayer de le faire ici, tiens, hop, voilà, on relance un combat, hop. Hop. Ici, voilà, l'attaquant a gagné, donc comme vous voyez, le Golgoth élimine le Corse et prend sa place en 1-4. Et donc maintenant en 1-4, j'ai le Golgoth. Alors, on va essayer de terminer la partie. Donc voilà, ici, j'ai mon emblème, qui est en 2-5. Pour le moment, tout ça c'est fixe, j'en reparlerai un peu plus tard. Donc, j'ai mon emblème ici. Alors, c'est mon tour, donc je vais aller déplacer quelque chose ailleurs. Hop. Et donc je sais ici, parce que je triche, hein, je sais que l'emblème de l'adversaire est là, donc je vais pouvoir gagner la partie. Alors je vais cliquer, lancer le combat, je vais choisir, disons, ce coin-ci de mon adversaire, et je vais aller choisir ici. Et donc là j'ai gagné. Donc le Golgoth 2 contre 0, et puisque j'ai battu l'emblème de mon adversaire, la partie est terminée. Alors pour le moment, quand la partie est terminée, ça met juste ça. Ça affiche que le joueur 61 a gagné, et c'est tout. D'accord? Donc voilà, ça c'est pas méga chouette pour le moment, mais on s'en fout, c'est juste pour le coder, le truc. Donc voilà, ça c'était la présentation du système de combat et la condition de victoire. Maintenant, comment est-ce que ça se passe au niveau du code? Alors ce qu'il faut savoir donc, c'est que les combats sont en 3 étapes. Ça, je vais vous montrer directement. Donc déjà, on va regarder côté serveur, même si on ne va pas s'éterniser sur le côté serveur pour commencer. Donc, quand un combat est lancé, c'est au moment où on a fait un mouvement, et que ce mouvement se termine sur une case et que ça déclenche un combat. Donc on voit ici, is combat. On va changer la phase du tour pour devenir un combat. Et on va créer un objet combat dans le tour. Cet objet combat va recevoir plusieurs paramètres qui vont changer au long du combat, mais le premier paramètre, c'est l'étape, la step. Parce qu'un combat a 3 étapes. Elle a l'étape du choix, choice, elle a l'étape d'attente, qui s'appelle wait, où on attend le choix de son adversaire, et puis elle a l'étape de résolution, où on affiche les résultats, et à terme, on résout le combat, donc on va supprimer la carte qui a perdu, s'il y a une égalité, on va replacer les cartes là où elles doivent l'être, etc., etc. Donc ça, c'est l'étape. Ensuite, on a l'attaquant et le défenseur. Ici, on a un petit truc un petit peu spécifique, c'est que avec JavaScript, il y a beaucoup de... Quand on affecte des variables à d'autres endroits, et que ces variables elles-mêmes sont des objets qui ont des sous-valeurs, etc., etc., la plupart du temps, les valeurs sont passées par référence, ou ce qu'ils appellent une shallow copy. Et donc du coup, le truc c'est que si je vais modifier des valeurs de l'attaquant, je vais aussi, pendant le combat, je vais aussi les modifier directement dans la référence de la carte au niveau du jeu. Et ça posait plein de problèmes, au sens où, par exemple, si une carte s'était déjà combattue, je sauvegarde temporairement pendant le combat la valeur du coin qui a été choisie,
mais du coup, ben, c'était pas remis à zéro, enfin ça posait plein de problèmes. Du coup ici, l'idée c'est vraiment de faire une nouvelle valeur de cette carte le temps du combat. Et pour ça, j'utilise Clone Deep, qui est une fonction qui vient de la librairie Lodash, pour faire une vraie copie des informations de la carte. Donc ici, on récupère donc la carte à la position et la destination, donc l'attaquant, le défenseur. On envoie un petit message pour dire que le combat est lancé et on envoie le combat au client. Sur le client, voilà. Sur le client, là par contre, l'idée c'est que j'ai changé un petit peu la structure, où en gros on va observer quelle est la phase du tour. Si on est en phase principale, donc on doit sélectionner et faire quelque chose, du coup on va afficher le plateau. Pardon. Par contre, si on est en combat, on va afficher le combat, et on lui envoie le joueur courant et toutes les infos du combat. Le combat, lui, hop, il est ici. Le combat, lui, bah, pareil, on va observer l'étape, et en fonction de l'étape, bah, on va afficher les cartes face up et face down, la carte face visible et face cachée, en fonction de si vous êtes l'attaquant ou si vous êtes le défenseur. Et on va aussi pouvoir lui dire, ben voilà, les coins sont sélectionnables, qu'est-ce qui se passe quand on a sélectionné un coin, et tout ça. Donc ça, c'est des interfaces qui sont des composants qui sont relativement simples, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire dessus. Donc Combat Face Up, c'est une carte face visible, donc on voit simplement la carte, on voit aussi les coins et on peut mettre en évidence le coin qui a été sélectionné, comme vous l'avez vu pendant la résolution d'un combat. C'est affiché en bleu. Et donc voilà, ça c'est un petit peu tous les trucs. Du coup, on a lancé un combat et on affiche le choix. Donc c'est la partie ici, on va relancer une partie, hop. Hop. Voilà. Hop. Ah mince. J'ai vraiment choisi les personnages qui peuvent pas se déplacer comme il faut, voilà. Hop. Donc ça ici, on est vraiment dans l'étape de combat. On est dans la phase choice. Je vais moi choisir un coin et mon adversaire va choisir un coin. Quand on choisit un coin, qu'est-ce qui se passe? Je choisis un coin. Et là, on passe en mode waiting. Au niveau du serveur, comment ça se traduit? Hop. Au niveau du serveur, donc, on voit ici, j'ai un événement combat. Je vais l'envoyer au code du jeu. Et c'est la méthode combat choose corner. Et où en gros, je lui dis, bah, qui est le joueur qui a fait l'action et le coin qu'il a choisi. Donc pour ça ici, j'arrive là. Hop. Donc j'ai le joueur et le coin qu'il a choisi. La première étape, ça va être d'encoder le choix. Donc ici, je regarde, je prends l'attaquant et le défenseur, je vérifie, est-ce que je suis bien sur la bonne carte. Si c'est le cas, je vais faire cette fameuse rotation. Je la fais à ce moment-là. Donc je vais faire simplement cette rotation aléatoire de la carte, qui est toute simple, hein, c'est un mat random, je rotationne, c'est pas du tout français mais c'est pas grave, je pivote les valeurs, et alors bah, du coup je choisis. De là, du coup, je vais noter l'index, je vais encoder l'index dans le combat, pour le garder dans un coin, et je vais aussi encoder la valeur. Comme ça, je garde, j'ai pas besoin de la recalculer à chaque fois. Donc je récupère ma carte, avec Resolve Card, que je vous ai déjà expliqué dans un épisode précédent, et bah, je vais aller récupérer le coin choisi, et du coup j'ai une valeur numérique, ou une étoile si c'est un pouvoir. De là, on va pouvoir regarder si le combat peut être résolu. Pour que le combat soit résolu, on va regarder si l'attaquant et le défenseur ont une valeur qui est différente de nulle. Parce que tant qu'ils n'ont pas de valeur, ça veut dire que l'adversaire n'a pas encore choisi. Donc ici, on est du coup dans cette phase wait, et la phase wait, elle n'est pas gérée par le serveur, elle est générée par le client. Donc en fait, dans le client, je pense que c'est
ici, voilà, dans le client, au moment où je vais envoyer, voilà, au moment où j'envoie le combat action, je vais en profiter pour modifier le tour et dire voilà, le combat est en step wait. Je suis en train d'attendre. Parce qu'au niveau du serveur, de toute façon, lui, il est quand même en train d'attendre. Plus tard, on gérera un timer et tout, mais pour le moment, on s'en fout. De là, du coup, quand les deux adversaires ont choisi, donc ici, je suis toujours en train d'attendre mon adversaire, qui est ici, qui doit choisir. Une fois que les deux ont choisi, on va passer en résolution. Alors, la résolution, comment ça marche ? La résolution, on va justement faire tous les calculs, puis envoyer le résultat au client, et puis 5 secondes après, on va passer à l'action suivante. En tout cas, pour le moment, le tour suivant. À terme, on gérera le système d'action et tout ça. Donc ici, je vais choisir le coin de mon adversaire. Hop, voilà. La résolution a été faite, comme vous voyez, le Yorund a gagné, et il conserve sa position parce qu'il était défenseur. Alors comment est-ce que ça se passe au niveau du code ? Au niveau du code ici, donc, si les deux attaquants et défenseurs ont déjà des valeurs, on est OK, on va lancer. Donc je récupère l'attaquant et le défenseur, je vais aussi récupérer leur valeur dans une variable, c'est plus facile pour manipuler. J'indique que le combat est en phase de résolution, j'ai pas encore envoyé ça au client, donc là juste je sauvegarde l'état. Et puis alors on va commencer à passer dans chaque résolution possible. La première, c'est l'égalité. Si la valeur de l'attaquant et la valeur du défenseur sont strictement la même, je vais fermer ça qu'on ait un peu de place, du coup j'envoie un petit message pour dire le combat c'est une égalité et chaque zone conserve sa position. Pour le moment, comme je vous avais dit, dans ce cas, normalement, l'attaquant doit reculer d'une case, donc ça, c'est pour ça qu'il y a un petit to-do, c'est quelque chose qui viendra un peu plus tard. Si on n'est pas dans une égalité, on va regarder, est-ce que la valeur de l'attaquant c'est une étoile? Donc on a déclenché son pouvoir. Si c'est le cas, pour le moment je fais rien. Je fais rien de très spécial, j'indique simplement que le vainqueur du combat c'est une égalité, mais que... Hop. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Hop, voilà. Donc j'indique que le gagnant du combat c'est une égalité, mais que l'attaquant a déclenché un pouvoir. Et plus tard, on va coder les pouvoirs, mais c'est pas encore fait pour le moment. Donc ça c'est le premier cas. Ensuite, la même chose, mais pour le défenseur. Donc si le défenseur avait une étoile, dans ce cas-là, c'est exactement la même chose. Hein. On indique simplement que le gagnant du combat, c'est une égalité, et que c'est le défenseur qui a activé son pouvoir. Ensuite, on arrive dans des cas un peu plus marrants, on va dire. Donc, si l'attaquant a une valeur plus grande que le défenseur, donc c'est l'attaquant qui gagne. Dans ce cas-là, j'envoie un petit message qui dit la carte Intel du joueur Intel a gagné et prend sa place. De là, du coup, on dit le vainqueur, c'est l'attaquant. On va récupérer les deux cartes sur le board. Donc, savoir où se trouve dans le tableau board l'attaquant, où se trouve le défenseur. De là, on va modifier le board pour dire l'attaquant va avoir le X et le Y du défenseur. Donc l'attaquant prend la place du défenseur. Ensuite, on va récupérer le défenseur et on l'enlève du board, donc on fait un splice sur le tableau, donc on enlève la carte du board et on va la taper dans Graveyard. Graveyard, c'est le cimetière, c'est juste un tableau dans lequel je garde les cartes qui n'existent plus. Je n'ai pas souvenir de cartes ou de pouvoirs dans le jeu qui puissent interagir avec le cimetière, mais si jamais, au moins comme ça, on a une référence quelque part. Et aussi, on va vérifier le type de la carte. Parce que si la carte qui vient de mourir est l'emblème, la partie est terminée. Donc du coup, on vérifie ça. Si la carte qui vient de mourir, son type, c'est l'emblème, alors le gagnant de la partie, c'est l'attaquant. Ensuite, le dernier cas, c'est le cas inverse, c'est le défenseur qui gagne, et dans ce cas-là, on fait exactement la même chose. Hein. Le seul truc, c'est que quand le défenseur gagne, il reste à sa position, c'est l'attaquant qui s'est déplacé, donc l'attaquant va sortir du jeu. Donc ici, on signale que le gagnant, c'est le défenseur, on envoie un petit message, on récupère l'index du board de l'attaquant,
et on l'enlève. On l'enlève avec le splice, et là pareil, on fait la vérification. Si la carte c'est l'emblème, alors c'est le défenseur qui a gagné, parce que y a des emblèmes qui ont la possibilité de bouger, et il y a des emblèmes qui ont même des points de force assez sympas, donc en désespoir de cause, on peut très bien attaquer avec son emblème. C'est assez couillu, mais c'est jouable. Mais du coup, si on attaque avec son emblème et qu'on perd, c'est un peu con, mais bref. Donc ici, même principe. De là, on envoie l'état du jeu, ce qui va nous permettre d'afficher la résolution, et justement, on va lancer un petit timeout. Le petit timeout de 5 secondes, le fameux timeout de 5 secondes, et à la fin de ce timeout, on a deux cas possibles. Est-ce qu'on a un winner? Donc est-ce qu'un emblème a été éliminé? Si oui, on va appeler endgame, et ça je vais y revenir juste après. Sinon, simplement on lance le tour suivant. Alors, comme vous le voyez ici, il y a un to-do resolve powers, c'est ici qu'on va résoudre les pouvoirs des cartes, mais c'est pas encore implémenté, donc ce sera pour plus tard. Donc s'il y a un pouvoir, on va d'abord résoudre le pouvoir, et puis on verra. Sachant que les pouvoirs peuvent prendre des tonnes de formes. Il y a des pouvoirs où justement on peut détruire l'adversaire, donc comme on voit ici, ici par exemple, voilà, le Berserker, s'il a des pouvoirs, son pouvoir, il élimine le zone ennemie. Donc ça va être relativement facile à implémenter, mais ça c'est un pouvoir facile. Par contre, je peux prendre, essayer d'en trouver un autre ici, pouf pouf, ah mince, le prêtre il est éliminé. Mais donc ici par exemple, King Louis, si on touche son pouvoir, le combat se solde par une égalité, et le King Louis et le zone ennemi échangent leur position sur le champ de bataille. C'est pas non plus un pouvoir qui va être vraiment difficile à implémenter, mais voilà. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Non, il y avait le prêtre, donc on va relancer une partie juste pour donner d'autres exemples. Ici, par exemple, voilà, Clos-Boulon, le combat se solde par une égalité, mais si je viens de déplacer Clos-Boulon, donc si Clos-Boulon est un attaquant, je peux déplacer un grognard. Donc là, je vais devoir modifier la structure du tour pour dire, tu peux choisir un de tes grognards, et tu peux le déplacer. Donc l'implémentation des pouvoirs, ça va pas être méga facile. J'ai pas encore tout réfléchi, mais voilà. Donc ici, ce sera les pouvoirs. De là, comme je l'ai dit, on va voir si on a un winner, on va lancer la fin du jeu. La fin du jeu en elle-même, pour le moment, c'est, comme vous l'avez vu, c'est super simple. En gros, voilà, endgame. Je signifie simplement au jeu que on a fini, on est en phase end, et donc du coup il va afficher une autre interface. J'indique qui est le gagnant, et j'envoie le state, et dans le chat je vais envoyer la partie est terminée, un tel a gagné, et tu peux juste recharger pour lancer une nouvelle partie. À terme on fera des trucs plus jolis et tout ça, hein, on est bien d'accord, mais pour le moment ça nous suffit amplement. Donc voilà pour tout ça, ce qui fait que là globalement on peut jouer au jeu. Alors on peut jouer au jeu, c'est pas encore tout à fait tip top, et je vais faire le premier test avec une autre personne un peu après avoir enregistré cet épisode. On va tester ça avec mon frère. Mais donc voilà, on a déjà pas mal avancé. Maintenant du coup, quelles vont être les prochaines étapes? Les prochaines étapes déjà, ça va être de résoudre les égalités. Donc comme je l'ai dit, normalement, quand un attaquant se déplace et le combat se solde par une égalité, l'attaquant ne revient pas à sa position de départ, il recule d'une case en suivant son déplacement. Donc si le déplacement n'était fait que d'une case, il revient à sa case précédente, mais si c'est un personnage comme ici, alors attendez, on va déplacer ça, voilà, un personnage qui se déplace de 2 cases, imaginons qu'il y avait un zone, bon attendez, on va essayer de faire exactement le truc, voilà, hop, celui-ci il se déplace de 2 cases, donc je vais aller taper celui-là là, hop, hop, voilà. Donc ici j'ai un zone qui se déplace de 2 cases pour attaquer, imaginons que ce combat va se solder par une égalité, mon zone ne va pas revenir ici en 1-1, mais en 1-2, parce que son mouvement est de 2 cases, et il recule d'une seule case. Mais ça implique pas mal de calculs, de se dire, oui, mais est-ce que cette case-là, elle est dispo? Alors normalement oui, parce que le déplacement il vient de se faire, donc il n'y a pas de raison. Si c'est un déplacement spécial, parce qu'on a des cartes qui peuvent sauter,
Vous voyez, comme ici, le Kong, ben lui, il peut soit se déplacer en diagonale, mais il peut aussi sauter. Donc si c'est un saut, ah ben à ce moment-là, il revient à sa position de départ. Donc il y a quelques petits calculs à faire et à gérer. Donc voilà, le fait aussi que je vais devoir garder une trace du mouvement qui a été fait, parce que ici, c'est une carte qui est relativement simple, mais quand même, elle a 4 mouvements, à gauche, à droite, en bas, et de 2 cases vers l'avant. Donc dans le contexte d'un combat, moi je vais devoir sauver quelque part le mouvement qui a été fait. Ce qui n'est pas le cas pour le moment, il va falloir que je l'implémente. Donc sauvegarder le déplacement pour pouvoir dire le combat s'est soldé par une égalité, quel était le déplacement de l'attaquant pour pouvoir le positionner au bon endroit. Donc ça va être l'étape suivante, de résoudre les égalités. Ensuite, on va commencer à travailler sur les pouvoirs, et ça aussi ça va être assez costaud. Parce que ça veut dire que chaque tribu va avoir à plusieurs pouvoirs, que je vais devoir trouver un mécanisme pour stocker le code des pouvoirs quelque part et pouvoir l'exécuter. Donc voilà, ça va être assez costaud, c'est sympa. Donc résoudre les pouvoirs. Ensuite, l'étape suivante, ça va être de gérer l'histoire des atouts, et ça aussi, ça va être quand même pas mal, parce que les atouts, donc je vous en avais déjà un petit peu parlé. J'essaye d'en retrouver pendant ce temps-là. Hop. Attendez, j'essaye de vous trouver ça. Pouf, 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 pouf. Hop. Où est-ce qu'ils sont? Voilà. Donc ici, vous voyez justement, si ça veut bien, ma machine a un peu du mal. Ça va venir, mais bref, pendant que ça réfléchit, donc on voit ici un atout. L'atout, c'est un atout de tir. Donc je peux... Voilà, désolé. Voilà. Donc c'est un atout de tir. Donc un de mes soldats peut utiliser l'atout pour lancer cette carte ici par rapport à lui, donc sur la case de devant, et ça déclenche un combat contre l'atout. Donc il va falloir aussi pouvoir gérer cette histoire de combat contre un atout, et où là ça se résout comme un combat normal, sauf qu'il y a le X, et le X ça détruit l'atout. Sinon, ça se résout classiquement comme un combat. Donc voilà, il y a des trucs comme ça. Mais il y a aussi des atouts, ça c'est un autre atout de tir, mais il y a aussi des atouts qui changent un petit peu les règles. Par exemple, la conque de charge, ici que vous voyez, je peux l'utiliser une seule fois par partie, mais ça va me permettre de faire 3 mouvements l'un après l'autre. Mouvements qui peuvent avoir leur propre combat, des combats qui vont devoir être résolus, etc. etc. Donc, mine de rien, il y a pas mal de trucs qui vont devoir être gérés au niveau des atouts. Et enfin, le dernier... le truc suivant, ça va être de gérer les renforts. Alors les renforts, c'est pas un truc qu'on va avoir besoin très vite, parce que globalement, les renforts, c'est quand on construit une armée perso, on peut avoir plus que 12 cartes en fonction des points qu'on a dépensés, et donc du coup on se retrouve avec des cartes en trop, qui peuvent pas être placées sur le jeu, mais qu'on va pouvoir placer sitôt qu'on a une case libre sur la zone de renfort. La zone de renfort, c'est la dernière rangée de son camp, la rangée la plus proche. Donc ici, par exemple, c'est autour de qui, là? Ah oui, mais il peut pas se déplacer, voilà pourquoi. Hop, on va faire un petit peu de place. Hop, voilà. Donc ça, ici, sur ma zone de renfort, j'ai une case libre. Je pourrais très bien cliquer pour voir mes renforts et choisir quelle carte je vais poser. À son tour, on peut faire ça. On peut déplacer une carte, jouer un renfort ou jouer un atout. Donc il va falloir encoder les renforts. Et ensuite aussi, ce qui va rester à faire, ça va être l'idée justement de pouvoir placer son armée en début de jeu, parce que là pour le moment, en début de jeu, la disposition des cartes, c'est moi qui les choisis, ce qui fait que le jeu n'a pas des masses d'intérêt, parce qu'une fois que vous connaissez la position des cartes de l'adversaire, si vous avez une bonne mémoire, vous gagnez la partie à chaque fois. Donc bof. Donc ça aussi, ça va être un truc à coder, et puis ensuite, il va falloir encoder toutes les armées qui existent, parce que là, pour le moment, on n'a que 4 armées, les 4 armées du premier continent, mais il y a des autres continents, et j'ai toutes les cartes du jeu, sauf 2 armées, mais c'est des armées dans un des derniers continents, donc je vais essayer de mettre la main là-dessus.
Mais j'ai le temps de voir venir parce que, encoder une armée, ça demande pas mal de taf parce que, déjà d'une part, il y a toute la partie, graphique où en fait je prends en photo les cartes, je vais les détourer convenablement et tout, et ça, mine de rien, ça prend un temps de fou. Encoder toutes les valeurs des cartes, et puis surtout, il faudra pour chacune coder les pouvoirs. Et ça, ça c'est vraiment du code, vu qu'il faut résoudre le truc. Alors, bien sûr, au fur et à mesure qu'on va coder des pouvoirs, ça va me permettre de coder des mécanismes que je vais pouvoir réutiliser, donc ça va être cool. Et aussi à gérer, il faudra gérer un peu des timers, se dire, voilà, on va donner par exemple 30 secondes pour choisir ce que je veux faire dans mon tour, histoire d'éviter d'avoir des lenteurs dans le jeu, etc. Donc voilà, il y a encore beaucoup à faire, mais moi je suis super content. Oups, pardon, désolé, j'ai chopé mon pied de micro. Moi je suis super content de justement se dire, ok, là on peut jouer une partie complète. Pas avec toutes les règles, tout n'est pas encore prêt, mais on peut jouer une partie complète. Ça me permet aussi de me rendre compte que l'interface a encore pas mal de boulot, mais c'est logique, pouvoir animer les déplacements, toutes sortes de machins, mais au moins ça avance et je suis vraiment super content. Du coup, on va se laisser, je vous remercie de m'avoir suivi et on se retrouve très vite pour la suite. Salut!